Inspiration positive, Laurence Roux-Fouillé. Je suis heureuse de vous retrouver sur l'antenne de Fréquence Protestante pour cette nouvelle édition d'Inspiration positive. Nous abordons la 3e saison de notre émission avec pour ambition cette année encore de vous distraire ou de vous étonner, tout en vous aidant à aller mieux ou à transformer un peu votre vie ou votre quotidien, mais toujours de manière positive. Car Inspiration positive, c'est l'émission qui vous veut du bien. Une émission qui respire le bien-être, le mieux vivre, mais qui traque aussi pour vous les nouvelles tendances, recense les expériences enthousiasmantes et vous souffle les bonnes idées et les conseils qui rendent votre quotidien ou votre environnement plus agréable. Avez-vous remarqué comme ces derniers temps, nous nous sommes mis à cuisiner davantage ? Mieux, pendant le confinement, vous avez certainement, comme moi ou comme d'autres, fabriqué votre propre pain. Peut-être avez-vous confectionné des yaourts maison remplis des bocaux de légumes, de fruits ou d'autres plats préparés à la maison et que nous avons stockés dans nos placards au cas où, en retrouvant finalement un peu les réflexes de nos grands-mères. Mais notre envie de faire nous-mêmes ne s'est pas arrêtée là. Certains ont commencé à fabriquer leur déodorant, leur dentifrice, leur shampoing solide ou même leur lessive, quand d'autres ont commencé à réfléchir à faire un potager. D'où nous vient cette soudaine envie de devenir autosuffisant, c'est-à-dire d'arriver à subvenir à nos propres besoins. Notre invitée, en tout cas, est une championne de la santé et du bien-être au naturel, et j'ai envie de dire aussi de la vie au naturel. Et nous avions déjà eu l'occasion de la recevoir l'année dernière pour parler des produits d'entretien maison. Dans son nouvel ouvrage qui est absolument passionnant, elle va encore plus loin puisqu'elle nous propose un défi pour devenir autosuffisant. Alors, cette tentation de l'autosuffisance, ce challenge vers le fait de devenir autosuffisant et indépendant dans un certain nombre de domaines, est-ce que c'est possible ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec vous. Bonjour Régine Keva. Bonjour Laurence, bonjour tout le monde. Alors, la petite biographie qui figure au dos de votre livre précise que vous êtes bretonne. D'ailleurs, c'est depuis la Bretagne aujourd'hui qu'on échange ensemble. Alors, est-ce que c'est cette qualité que finalement vous avez placée en premier dans votre CV qui vous a donné l'envie de vous tourner vers davantage de naturel ? En fait, les deux. Les deux, c'est à la fois parce que je suis là-bas, ici plutôt, proche de la nature, de la mer, des éléments, que j'ai envie de développer cette vie au naturel. Et c'est aussi parce que j'ai eu envie de développer cette vie au naturel que je suis venue ici. Voilà. D'accord, donc la boucle est bouclée, si je puis dire. Comment ça vous est venu cette idée d'écrire sur l'autosuffisance ? Parce que vous nous aviez déjà enseigné à travers d'autres ouvrages précédents, je pense notamment celui dont on avait parlé sur le fait de faire sa lessive, ses produits d'entretien, son dentifrice. Comment finalement vous êtes passé là à un niveau supérieur ? Qu'est-ce qui vous a donné cette idée ou cette envie ? En fait, l'idée et l'envie, c'est juste d'aller au bout des choses. Parce qu'on commence tous, c'est un peu comme quand on se met au bio. On se met au bio, on commence par du lait, des œufs, du café, enfin voilà. Et puis plus le temps passe, plus on s'y met. Eh bien là, c'est pareil. En fait, plus le temps passe, plus j'ai eu envie de me mettre complètement aux choses. En fait, j'ai toujours eu envie de m'y mettre complètement, mais on ne va pas commencer par l'énergie, qui est le domaine le plus compliqué pour l'autonomie et l'autosuffisance, ni par l'eau. On va commencer par les choses simples du quotidien, se nourrir, prendre soin de soi, prendre soin des autres, etc., etc. Et puis, on va continuer, on a ouvert la porte, et cette porte, eh bien, on va pousser la porte en grand, on va arriver dans un nouveau monde qui est le monde de la grande liberté, de la satisfaction personnelle, de l'autonomie, et on va y aller pas à pas parce qu'au début, on marche dans le brouillard, donc on ne peut pas courir dans le brouillard. On va pas à pas, on apprend, on s'y met petit à petit, et puis on continue son chemin, et c'est comme ça qu'on finit par
devenir complètement autosuffisant. Voilà. Mais il faut se donner du temps. Hein, c'est pas... Mais comme j'ai un esprit à aller au bout des choses, quand j'ai commencé quelque chose, j'aime bien le terminer. Voilà. Alors, vous avez surtout un esprit à transmettre. On parle de vos ouvrages, il y en a plusieurs donc, qui sont parus chez Larousse. Vous animez également des ateliers, des conférences. Est-ce que vous avez constaté ces derniers temps que finalement le public était en demande d'aller vers une certaine forme d'autosuffisance, même si j'imagine que l'autosuffisance totale est compliqué, difficilement peut-être atteignable, vous parliez d'étapes. Est-ce qu'il y a une demande du public, vous l'avez senti ça ? Oh oui, c'est très net la demande du public, c'est incroyable. On est, Laurence, dans des chiffres qui commencent à devenir agréables. Moi, j'adore ça, franchement. Il y a des gens qui se plaignent de la situation actuelle. Moi, j'adore ça. Pourquoi ? Parce que on est à peu près 10% de la population, pas loin de 10%, c'est entre 7 et 10% les derniers chiffres, qui montrent que les gens font leurs produits. On commence en général par la lessive parce que vous imaginez, on ne porte plus de bidons de lessive, on ne va plus en acheter, on n'en stocke plus, on n'en jette plus, on fait des économies considérables, enfin c'est magnifique. Hein. Donc on n'est pas loin de 10%. C'est énorme. Donc oui, bien sûr qu'on sent cette mouvance. Elle est née avant le confinement l'a amplifiée. Malheureusement ou heureusement, ça dépend de quel point de vue on se situe, peut-être que la suite nous donnera encore envie d'aller plus loin. Donc oui, je pense que beaucoup de gens ont eu envie de devenir autonomes et de se dire, je vais me débrouiller tout seul, je vais y arriver. Voilà. Ce que vous dites, c'est qu'en fait, il y a presque une triple attente, ou enfin, il y a 3 avantages à se mettre à rentrer dans une démarche comme celle-là. La première à laquelle on pense, c'est sa propre santé, alors que ce soit l'alimentation ou les produits. Je pense aux produits entre guillemets de soins ou de beauté, mais ça peut être aussi les produits d'entretien, puisqu'on sait à quel point aussi ils ont des incidences sur notre santé. Il y a un aspect qui est écologique, avec l'impact sur la nature, ça reviendra peut-être dessus aussi. Et il y a aussi une dimension économique qui n'est pas négligeable. Oui, tout à fait. La dimension économique, écoutez, c'est drôle parce que je m'en suis rendu compte pratiquement ce week-end. Pourquoi ? Parce que j'achète plus rien. J'achète pratiquement plus rien. Et quand j'écoute autour de moi des gens, des amis, quand je regarde, moi je vais dans des toutes petites surfaces, je regarde les caddies des gens et je me dis, mais bon sang, tout ça, je l'achète plus. Donc, quel est l'impact direct, évidemment, sur le portefeuille, mais surtout, c'est que je peux me faire plaisir avec la somme que je ne dépense pas. C'est une somme qui me permet d'acheter des livres, de partir, d'aller une nuit au bord de l'eau dans un hôtel ou d'aller chez des amis, etc. Vous voyez, c'est plus de l'argent qu'on va consacrer à des plaisirs puisqu'on va faire des économies. Donc, en effet, la somme est vraiment importante, surtout quand je fais des comparaisons de prix. Quand je dis, bon, voyons, un déodorant, ça coûte combien déjà ? Je ne sais pas, moi, ça fait des années que j'en achète plus. Donc, je regarde et je me dis, ah oui, d'accord. Donc là, je me rends compte qu'en effet, les économies sont importantes. Oui, ça, c'est tout à fait vrai. C'est aussi l'idée d'orienter autrement notre consommation. On a vu qu'il y avait une vraie tendance à se recentrer sur ce qu'on a appelé l'essentiel. Finalement, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui l'est moins. Alors, c'est pas forcément se priver de certains produits, mais c'est de les choisir autrement pour mettre l'essentiel, justement, ce que vous disiez sur peut-être ce qui est immatériel, les loisirs, les voyages, le plaisir. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs aspects dans cette dimension-là. On a l'aspect effectivement du consumérisme. Vous savez peut-être que consommer et consumer ont la même racine. Donc quand on consomme trop, on consume la planète. Et la planète était en feu l'an dernier. Donc ça veut dans tous les sens du terme d'ailleurs. Mais c'est ça, c'est bien pour ça que je oui. dis, la planète est en feu, nous regardons ailleurs. Oui, sauf qu'on est sur la planète, donc on ne peut pas regarder ailleurs. Enfin si, le ciel, bon, passons. Bref, donc on a cet aspect de consommation qui est effectivement devenu un point partagé par de plus en plus de personnes. On consomme trop, enfin c'est quand même n'importe quoi. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Jeter pour racheter quelque chose qui... c'est assez surprenant.
Et puis, on trouve effectivement chez les anciens, vous avez vu dans mon livre, je cite Xénophon, par exemple, des gens comme ça, et je me dis, mais c'est merveilleux, il y a 2000 ans, il était déjà question de ça. Soyons simples et modestes en toutes choses. J'adore cette phrase, elle est formidable. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, il y a aussi l'aspect santé, parce qu'aujourd'hui, les déodorants, sel d'aluminium, les dentifrices toxiques, on les met dans la bouche, particules toxiques. Les lessives, elles créent des allergies, patati patata. Là, on choisit nos produits, on les achète, on les stocke chez soi, et on sait ce qu'on met dans ce qu'on fabrique. Mais c'est merveilleux, ça. C'est une approche qui peut être différente, mais qui ne veut pas dire non plus se retirer du monde. Alors, je peux peut-être dire pour nos auditeurs, vous ne vivez pas dans une grotte ni dans une cabane au fond des bois. C'est-à-dire que vous avez parfaitement accès à l'eau, à l'électricité et que voilà, tout va bien pour vous. Donc, l'idée n'est pas de se retirer du monde, mais c'est plutôt de l'approcher autrement. Oui, c'est tout à fait ça, c'est une certaine idée de la liberté. C'est-à-dire que je crois fondamentalement qu'on est libre quand on peut choisir. Et choisir de faire ces produits, choisir d'acheter quel type de savon, quel ceci, quel cela, pour après le faire soi-même, c'est une très grande liberté. C'est une liberté et c'est aussi très sécurisant, voyez-vous, parce que demain, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Personne sur la Terre peut vous dire demain, j'ai une boule de cristal, je peux vous dire Laurence, il va vous arriver précisément ça. Non, je crois pas, parce que il y a une incertitude majeure sur la planète, sur les courants océaniques, sur le permafrost, etc. On ne sait pas ce qui nous attend demain. Et savoir qu'on peut soi-même être autonome et savoir tout faire, mais c'est formidable. Alors c'est pas parce qu'on sait tout faire qu'on va le faire. C'est pas parce que demain je sais réparer un moteur que je vais le réparer. Parce qu'en attendant, je peux demander à quelqu'un de le faire. Ça va m'épargner des hésitations, du cambouis, enfin vous voyez. Mais si je sais le faire, c'est très rassurant parce que je me dis, il peut arriver n'importe quoi, je sais le faire. Et vraiment, apprendre, c'est devenir autonome. Apprendre, c'est être libre. Et ça, c'est fondamental. Vous revenez souvent dans votre ouvrage sur cette notion de liberté, puisque finalement, l'autonomie qu'on gagne permet de se sentir moins dépendant. On a vu, alors peut-être encore plus quand on était en ville, qu'on était dépendant d'un certain nombre de magasins, de fournisseurs, de choses qu'on avait plus ou moins à proximité. Et c'est de retrouver cette liberté, de ne pas attendre d'être dépendant de quelqu'un. Alors, je prends un exemple tout simple, le pain. C'est vrai que ça a été étonnant. On a vu qu'il y a eu une pénurie de farine au premier confinement, que certains appellent le grand confinement maintenant. On rentre presque dans l'histoire. Tout le monde s'est mis à faire du pain et on s'est rendu compte que c'était pas si compliqué et qu'on n'était plus obligé d'aller ou de faire la queue chez le boulanger. Oui, c'est ça. Alors, c'est simple et c'est pas simple. C'est quand même très technique, le pain. C'est pas aussi simple que ça. Là, justement, le but dans mes ouvrages, c'est de tester plein de choses pour donner le plus simple de tous. Parce que je m'y suis heurtée. Parce que quand on aime le bon pain croustillant et bien levé, il faut en faire des essais. Mais des solutions simples sont possibles qui permettent, pendant des vacances, pendant des moments où moi je suis à la campagne, donc je ne vais pas acheter du pain frais tous les jours. Je fais des muffins, je fais des pancakes, des choses comme ça, ce qui fait que ça me permet de bien manger et d'avoir un bon petit déjeuner fait maison tous les matins. Bon, si j'avais une boulangerie à côté de chez moi, peut-être que j'irais acheter du pain parce que faire une baguette aussi croustillante et aussi bonne que certaines qu'on achète, il faut quand même, c'est un métier quand même, boulanger. C'est clair, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est du domaine du possible. C'est non seulement du domaine du possible, mais l'intérêt aussi, c'est qu'on découvre plein d'autres pains possibles. Les petits pains marocains, les petits pains algériens, des pains qu'on va cuire à la poêle. C'est intéressant de cuire du pain à la poêle. Ça veut dire moins de four, moins d'énergie, moins d'électricité, une maîtrise plus grande, et puis on va avoir quelque chose de sympa. Moi, j'ai découvert des tas de choses en faisant du pain. J'ai découvert d'autres pains du monde qui nous ouvrent
sur le monde, hein, tout en étant chez soi. C'est ça qui est rigolo. Et en plus, j'ai fait goûter à une amie d'origine algérienne qui m'a dit, bon, elles sont très bonnes tes kesra. Bon, alors là, ça vaut le meilleur compliment de la planète. Hein. Donc, ça permet de diversifier les propositions et de savoir faire soi-même des tas de choses différentes. Alors Régine, ce que je vous propose, c'est qu'on va justement passer en revue quelques-unes des propositions que vous nous faites dans votre ouvrage. On le fera tout de suite en deuxième partie d'émission. Pour l'instant, on va se faire une petite respiration musicale. On joue à cache-cache avec notre avenir. On danse sous les flashs pour oublier le pire. Jeunesse trop trash qui ne veut pas grandir. On s'attache, on se lâche, nous on préfère détruire. On est devenus des monstres, on voulait juste être grand. En course contre la montre, juste pour tuer le temps. Qui peut montrer l'exemple, à part nos parents. Depuis la naissance, on nous dit de faire semblant. Alors on cherche un sens, quitte à faire demi-tour. Combien coûte l'essence pour avancer d'un tour? Dans notre indécence, il nous reste l'amour et notre adolescence qui durera toujours. On est des enfants du danger. Coup de soleil en décembre, notre terre une soirée. En bordel comme notre chambre, enfants du danger. La terre veut un scaphandre qui pourra la venger. Quand tu seras ensemble, enfants du danger. Franchement dérangé. Franchement dérangé. Il nous faudra des masques, mais pas pour déguiser. Ça restera sur notre face pour pouvoir respirer. Derrière nos beaux casques, on ne pourra plus crier. On boira dans nos fiasques, remplis d'eau périmée. Le soleil pleurera sous une pluie d'acide. Et nous on regrettera tous nos champs de weed. Enfin on comprendra ce que veut dire le vide. Tout ce qu'on mangera nous fera mal au bide. Alors on cherche un sens, quitte à faire demi-tour. Allez venez on danse jusqu'au dernier jour. Dans notre indécence, il nous reste l'amour. Avec la bienveillance, la terre prolongera nos séjours. On est des enfants du danger. Coup de soleil en décembre, notre terre une soirée. En bordel comme notre chambre, enfants du danger. La terre veut un scaphandre qui pourra la venger. Quand tu seras ensemble, enfants du danger. Coup de soleil en décembre, notre terre une soirée. En bordel comme notre chambre, enfants du danger. La terre veut un scaphandre qui pourra la venger. Quand tu seras ensemble, enfants du danger. Franchement dérangé. Enfants du danger. Franchement dérangé. Inspiration positive, Laurence Roux-Fouillé. On vient d'entendre Rochi avec les enfants du danger. La terre dont on épuise les ressources, elle est aussi pour nos enfants. Donc, si l'on veut s'assurer leur avenir et contribuer à ce que les choses évoluent un petit peu, ça commence aussi par nous. Et aujourd'hui, avec notre invitée Régine Keva, on parle d'autosuffisance. Alors, pourquoi être autosuffisant? Pour utiliser moins de produits, faire certains soi-même, et puis apprendre à être un peu débrouillard, parfois presque
survivaliste. On va en parler avec notre invité. Justement, Régine Keva, je voulais revenir sur les propositions de votre livre par rapport à l'autosuffisance. Alors oui, fabriquer à nouveau certains produits. Vous avez parlé du déodorant, de la lessive. J'ai retrouvé dans votre livre des choses finalement qu'on avait oubliées, qui m'ont fait penser à mes grands-parents. Je pense au fait de faire des conserves. Et je me suis rendu compte qu'on avait rapidement remplacé les conserves par des surgelés. Pourquoi est-ce que c'est mieux pour les légumes, par exemple, de faire des conserves plutôt que de les avoir en surgelé? Alors d'un point de vue gustatif, c'est pas forcément mieux, puisque le surgelé est quand même une bonne technique de conservation du goût, notamment pour les légumes verts. Mais c'est mieux par rapport à l'autonomie et par rapport à la conservation. C'est-à-dire que faire ces bocaux pour conserver les aliments, on n'a pas besoin d'électricité, on a besoin de gaz et on a besoin de très peu de gaz. Si on utilise la technique de la stérilisation. Si on utilise la technique de la conservation au sel, c'est encore mieux puisqu'on a besoin de sel et d'eau à peu près, c'est tout. Donc c'est une technique encore plus économe, ce qu'on dit low-tech aujourd'hui, c'est une technique très intéressante et on va pouvoir garder des années des légumes, des années, contrairement à la congélation où il y a toujours une date de péremption. Une date de péremption. D'ailleurs, dans votre livre, on trouve d'autres moyens de conserver les aliments qu'on a oubliés ou peut-être qu'on nous a jamais apprises. Je pense notamment au fait de sécher ou de fumer certains aliments, alors pas forcément les mêmes. Donc ça, vous nous donnez un mode d'emploi, des consignes et j'imagine, ça j'ai aucun doute là-dessus, que vous avez testé toutes ces techniques. Ah oui, alors j'ai testé effectivement beaucoup de choses. C'est le livre qui m'a demandé le plus de travail depuis les années où j'écris des livres. Je vois, ça m'a pris des mois et des mois. J'ai vraiment tout testé. J'ai recraché des choses, j'en ai mis au compost. Enfin bon, voilà. Donc effectivement, pour conserver les aliments, il y a des choses très intéressantes. C'est comme ce qu'on appelle le frigo du désert. Ah, incroyable. Alors, vous parliez du low-tech. Je voulais en parler parce que j'ai trouvé ça incroyable. Oui. Alors, pour moi, c'est un peu aussi des techniques parfois de scout. Je reconnais que on a sur Fréquence une émission qui est consacrée, qui est animée par des scouts, mais le frigo low-tech, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Parce que ça, c'est vraiment en cas de dépannage. On doit conserver des aliments et là, vous nous faites une proposition pour rafraîchir et conserver les aliments. Oui, c'est ça. Le frigo low-tech, c'est ce qu'on appelle le Zerpot. Moi, je l'ai jamais utilisé parce que je n'en ai pas eu besoin. Mais le livre, c'est ça. C'est le livre. Si on devait avoir un seul livre, il manquait beaucoup de choses et il manquait tout, ce serait ce livre-là qui permet de dire, voilà, si vous avez deux bacs en argile. L'un qui puisse s'encastrer dans l'autre, des gros pots de fleurs, en gros en argile. Oui, c'est ça, ce sont des pots de fleurs en terre cuite, comme on les voit. En terre cuite, oui. Tout à fait, du sable et de l'eau, et bien par effet de condensation et de porosité naturelle, c'est-à-dire de différence entre la chaleur extérieure et la fraîcheur qui va être dans le pot, eh bien on va pouvoir conserver des choses au frais. La technique est simple, on va prendre le grand pot, on va mettre le petit pot à l'intérieur, on va remplir l'interstice de sable qu'on va humidifier, on va pouvoir mettre des tomates, des fruits, des légumes à conserver à l'intérieur en fermant, évidemment avec une soucoupe ou un torchon mouillé par-dessus, et par effet de condensation, ça va être conservé à l'extérieur, par effet de condensation naturelle et de porosité de l'argile, on retrouve toujours les particularités merveilleuses de l'argile. Eh bien, les aliments conservés dans le plus petit pot, encastrés dans le premier, vous l'avez bien compris, vont se garder naturellement. Alors, j'ai eu au téléphone où j'ai lu des témoignages de gens qui font ça, puisque, alors moi, je ne vis pas dans les bois, sans électricité, sans eau. Il y a des gens qui le font, que ce soit en Bretagne ou dans d'autres provinces de France. Il y a beaucoup de gens, il y a de plus en plus de gens qui font ça. Et il y a effectivement des témoignages de personnes qui disent « mais moi, ça marche très bien ». Voilà. Et puis, la question qui est intéressante aussi, Laurence, c'est que quand on réfléchit à tout ça, on se dit « mais voyons, mon frigo, il me sert à quoi ?» Parce que
moi, on se moque toujours de moi. J'ai toujours mon frigo d'étudiante. C'est simple. J'ai un petit frigo. Et encore, quand j'étais étudiante, j'avais pas de frigo. Je conservais les choses autrement parce que j'avais pas les moyens d'avoir un frigo. Mais j'ai toujours eu un petit frigo. Vous savez, un petit frigo de 60 cm, de 90 cm de haut, ce qu'on appelle un tabletop. Et j'en ai pas changé. Alors que y a du monde qui passe, etc., etc. Il y a du monde ici, hein, bien sûr. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que je mets vraiment dans le frigo et qu'est-ce qui a vraiment besoin d'être conservé, d'autant plus que avoir un grand frigo, c'est devoir gérer de la nourriture présente et surtout la manger. Oui, donc il y a un peu une gestion, voilà, il y a une gestion du frigo. On avait déjà eu l'occasion de faire des émissions sur le gaspillage alimentaire. Et finalement, là, quand on va faire ses courses, on va dire au supermarché, on est souvent tenté par un certain nombre de produits finalement qu'on accumule, alors qu'on pourrait les conserver autrement. Régine, je voudrais faire rapidement le tour pour montrer à nos auditeurs la variété de vos propositions, puisqu'en fait, votre livre se découpe en 3 parties. Il y a une partie qui consiste à apprendre à comment se nourrir soi-même, en jardinant, en faisant les choses soi-même. On parlait des conserves, mais aussi en allant cueillir dans la nature. Une partie de votre livre propose de s'occuper de soi, des autres, apprendre à se chauffer. Vous nous apprenez à faire du feu. On ne sait jamais. Alors moi, j'ai pas été scout pour le coup. Mes enfants, oui, mais je ne sais pas faire du feu avec des cailloux. Mais là, si on suit vos indications, on doit pouvoir y arriver, mais plus prosaïquement, en faire aussi, par exemple, un barbecue. Et puis, dans la dernière partie, de bien savoir utiliser des ressources qui sont précieuses, l'eau et l'énergie. Et là, vous nous donnez plutôt des conseils, justement, et je reviens au low-tech, de frugalité. Être frugal, c'est important aussi. Ah oui, c'est fondamental. On sait bien qu'on est en train d'en payer aujourd'hui chèrement le prix. Enfin, on se comporte comme des enfants qui sortent d'une salle de fête sans avoir débarrassé la table. Enfin, c'est un peu ça. L'image est assez parlante, oui, tout à fait. Oui, c'est non, c'est pas sérieux, quoi. On épuise les ressources de la terre. Enfin, ce que je vais dire, tout le monde le sait aujourd'hui. Oui, il faut s'habituer. Alors, pour plusieurs choses, évidemment pour l'avenir, évidemment pour la planète, mais aussi pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire de se comporter comme si tout était à disposition chez soi? C'est comme si vous vous comportiez comme un enfant qui n'a jamais assez de jouets. Oui, c'est un enfant gâté. On est des enfants gâtés, absolument. Mais il faut savoir jouer avec un carton vide. C'est quand même parfois drôlement intéressant. Ça développe l'imagination. Oui, exactement, ça développe l'imagination. Eh bien, nous sommes pareils. Nous devons apprendre à vivre, non pas avec peu, parce que je suis pas en train de vanter la vie dans une grotte, comme vous disiez tout à l'heure. Non, j'ai besoin de lumière, moi, la grotte, ça m'irait pas du tout. Hein. Voilà. Mais plutôt de se dire, mais ai-je vraiment besoin de ça? Ai-je vraiment besoin de ce vêtement que je vais acheter alors que j'en ai 5 dans mon armoire, juste derrière moi? Ai-je besoin de ces chaussures? Elles sont merveilleuses, elles vont très bien m'aller, ces chaussures, mais j'en ai déjà 10 paires, etc., etc. La vraie question, c'est de quoi a-t-on vraiment besoin? Et quand on se recentre sur nos besoins fondamentaux, alors ça c'est formidable, on a besoin de convivialité, on a besoin de socialisation, on a besoin des autres, on a besoin de se détendre, on a besoin de marcher dans la nature, on a besoin de découvrir de nouveaux paysages, on a besoin de rêver, on a besoin de poésie, on a besoin d'entendre des belles histoires, etc., etc. Et ça n'a pas de prix, et c'est bien plus intéressant qu'une consommation. Et ça ne s'achète pas, effectivement. Donc dans votre ouvrage, on apprendra effectivement dans plusieurs domaines à consommer différemment, moins mais mieux. Je rappelle son titre rapidement puisqu'on arrive déjà, hélas, au terme de cette émission. Donc c'est En route vers l'autosuffisance, du potager à l'énergie, puisque vous allez très loin dans cette quête. Consommer moins mais consommer mieux. On aura le plaisir de retrouver aussi votre livre sur le blog et sur la page Facebook de l'émission, donc Inspiration positive. Régine, je vous remercie
remercie du temps que vous nous avez consacré et de toutes ces envies que vous nous avez données. Votre livre est extrêmement inventif. Il donne envie de commencer, même si on commence petit. C'est un peu la théorie du colibri. Même si le colibri apporte quelques gouttes d'eau, il pourra lui aussi éteindre l'incendie. Vous nous l'avez dit, notre planète brûle. Il n'est plus temps de regarder ailleurs. Vous savez que cette émission, vous pouvez la réécouter bien sûr en replay sur le site de la radio fréquenceprotestante.com, mais aussi en podcast sur les principales plateformes Apple Podcasts, Spotify, Deezer, etc. Je remercie Arnaud qui était aujourd'hui avec nous brillamment comme toujours à la technique. Et quant à nous, on se retrouvera pour une prochaine émission toute fin d'année. Ce sera le 28 décembre. On parlera de l'hypersensibilité. D'ici là, lisez bien, réfléchissez, passez une très bonne semaine et surtout, prenez soin de vous.